Analytics, services personnalisés et éthique, c'est le thème et les 3 chapitres qu'on a choisis pour l'après-midi de cette 18e rencontre. On a un certain nombre de patrimoines cognitifs basés sur mon identité au sein de l'entreprise, basés aussi sur mon dossier salarié ou mon dossier administratif. On va voir l'historique de mes formations, évidemment les formations que j'ai pu avoir avant d'intégrer l'entreprise, mais aussi celles de mon parcours professionnel. On va pouvoir aussi analyser, pourquoi pas, ma performance sur le temps long, puisque tout cela est logué. On va avoir aussi la possibilité, évidemment, d'analyser les parcours, au sens les mobilités, les différents postes que j'ai pu occuper avant et pendant mon expérience au sein de cette entreprise. L'identification, elle, va plutôt être axée sur mon identité enrichie, celle de mon profil riche sur le réseau social, dans le cadre duquel je pourrais renseigner au fur et à mesure mes centres d'intérêt, mes compétences. On va pouvoir aussi se baser sur les communautés d'appartenance, c'est-à-dire les différents groupes auxquels je m'abonne, auxquels j'adhère, et pourquoi pas une analyse sémantique de mes conversations. Quels sont les thèmes qui m'animent, à quelle conversation je participe, est-ce que je suis plutôt promoteur, est-ce que je suis plutôt détracteur. Le big data, le smart data, les analytics, les algorithmes vont permettre, d'une certaine manière, de répondre à un certain nombre de besoins. Le premier, celui de mieux connaître les salariés de l'entreprise, mieux les connaître à travers des cartographies qui vont mettre en évidence, via des analyses, évidemment des terreaux fertiles, des nœuds de compétences, mais aussi, pourquoi pas, des déserts sur certaines zones ou sur certains domaines. Cette identification permet de connaître, mais pas nécessairement de comprendre. Donc on va pouvoir utiliser la force des algorithmes pour mettre en œuvre un certain nombre de corrélations, pour nous mettre sous les yeux des choses qu'on n'aurait pas nécessairement vues naturellement et que seule la puissance des algorithmes permettent. Ces algorithmes et ces corrélations nous donnent des tendances qu'il va falloir vérifier à travers une culture du feedback, une culture qui nous pousse à mesurer en permanence quelle est l'acceptabilité sociale de ce que nous laisse présupposer l'algorithme. Enfin, une fois qu'on a mieux connu et mieux compris nos salariés, on peut anticiper à l'échelle à la fois collective et individuelle, puisqu'on va pouvoir traiter de la gestion prévisionnelle, mais des gestions prévisionnelles, c'est-à-dire que je ne parle pas seulement du sujet des emplois et des compétences, mais aussi d'identifier les besoins futurs en termes de lieu de travail, de géographie, de mode de fonctionnement. On va pouvoir aussi avoir des démarches préventives, mettant par exemple la corrélation entre le bien-vivre au travail et l'absentéisme. On va pouvoir aussi avoir des démarches prédictives, donc d'une certaine manière, grâce à une vision statistique et probabiliste, être de plus en plus en proactivité, tout simplement, pour pouvoir anticiper les grands mouvements. Et puis enfin, d'identifier notamment les talents, les profils rares, pour les fidéliser. Connaître, comprendre, anticiper, et finalement, il manque la brique servir, c'est-à-dire que tout cela, d'une certaine manière, pourrait servir uniquement la direction. L'idée, c'est de dire comment faire du parcours salarié, de l'expérience salariée, une expérience à la hauteur de celle que l'on veut pour nos clients, aussi bonne. Et donc, on va pouvoir, grâce à ces connaissances, cette compréhension, cette anticipation, servir avec des approches personnalisées, avec des suggestions, pourquoi pas de postes ou de formations qui soient vraiment les plus adaptées. On va pouvoir contribuer à la création dynamique d'équipes, basée non pas sur le meilleur de chaque domaine, mais sur la meilleure compatibilité des différents profils pour avoir le spectre le plus malin pour réussir les projets importants. Et puis on va pouvoir aussi identifier, animer des viviers. On parle de community management, des viviers de compétences, des viviers d'expertise, des viviers de différentes natures. Donc ces algorithmes dont on parle sont capables, dans leur vision moderne, d'être à la fois capables d'analyser des données stockées, mais aussi des éléments de flux. J'entends par là, par exemple, mon réseau de contacts qui est dynamique, j'entends par là la nature de mes conversations, j'entends par là les personnes qui sont le plus sollicitées sur tel ou tel thème. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur des données stockées, mais aussi sur des données dynamiques. L'objectif étant d'améliorer la performance individuelle et collective, et de susciter l'engagement, la fierté d'appartenance. Évidemment, le premier élément qui nous remonte, c'est que ça peut être particulièrement anxiogène que d'imaginer que toutes mes conversations, mon réseau de contacts, mes communautés d'appartenance, mon parcours, la formation, la moindre chose, soient stockées, analysées, cartographiées. D'une certaine manière, ce risque du Big Brother, il est réel, il ne faut pas l'amoindrir,
Mais ce n'est pas celui qui m'inquiète le plus. Pourquoi? Parce que quand on demande aux gens ce que cela leur inspire, c'est le premier risque qui émerge. Tout le monde dit attention Big Brother. On est tous prêts face à ça à être vigilants ensemble, tous autant qu'on est. Les salariés, les patrons, les partenaires sociaux. Voilà, ce risque-là, il est bien identifié. Mais il y a d'autres éléments qu'il s'agira de contourner. Le premier, c'est de comprendre et d'accompagner ou de faire évoluer le cadre légal. Quand on déclare à la CNIL nos données traitées, on déclare un traitement dans un contexte spécifique. On explique qu'on va manipuler des données pour une raison précise, qui est légitime, en tout cas qu'on légitime, et c'est accepté et déclaré. Or, ces corrélations, ces algorithmes, par définition, vont faire émerger des choses qu'on n'avait absolument pas imaginées au départ. Et donc, comment déclarer le contexte d'un traitement alors qu'on ne sait absolument pas quel traitement sera fait, puisque par définition, c'est l'objet même d'un algorithme qui réfléchira pour nous, pour le meilleur et pour le pire. Donc, comment, d'une certaine manière, pouvoir tout de même aller de l'avant, aller de l'expérimentation, tout en garantissant un certain cadre qui respecte, évidemment, la légitimité de notre action, et puis la notion de consentement, d'acceptabilité de l'individu, du traitement qui est fait de ces données, même si on ne sait pas exactement la manière dont on va les analyser et les traiter. Ce consentement consiste peut-être traitement par traitement, application par application, de s'assurer que la personne, évidemment, est OK, mais qu'elle puisse exercer son droit de remords, puisque typiquement, je peux être d'accord a priori, puis changer d'avis. Comment je peux, dans un badge de confiance, dans une démarche de pacte de transparence, pouvoir, à chaque moment de ma vie de salarié, revenir sur ce que j'ai bien voulu faire ou pas, application par application. Garder la main et manager mes données, ce que je consens partager avec mon entreprise dans ce patrimoine cognitif 2.0. Il y a aussi une limite qui est quand même assez terrible, me semble-t-il, c'est celle du syndrome des clones, basé sur l'idée que l'algorithme sur Amazon vous proposera massivement de lire et de relire le bouquin qui fait un carton. Et on vous le suggérera de plus en plus. Et plus on vous le suggère, plus vous l'achetez, plus vous êtes recommandant de ce type de lecture, plus le bouquin fait un carton. Or, d'une certaine manière, on risque de passer d'une logique de compétition des diversités à une logique de compétition vers l'identique. Ce qui est quand même assez inquiétant, puisqu'on pourrait se retrouver, si je fais le parallèle avec l'entreprise, à suggérer les mêmes talents à identifier, les mêmes personnes à promouvoir, les mêmes parcours à préférer, les mêmes types de formations. Il y a bien dans la diversité naissante une forme d'innovation, une forme de démarche nouvelle, parfois critique, et qui permet à tout système équilibré d'avancer et d'être, je dirais, bien assis sur ces deux piliers. Il y a aussi la limite des corrélations. Évidemment, sur le site tylervision.com, vous allez trouver énormément de corrélations absolument extraordinaires. On sait corréler, par exemple, le nombre d'apparitions de Nicolas Cage dans ses films avec le taux de personnes qui, tombant dans une piscine, se noient. Et je saurais de la même manière retrouver la courbe qui vous explique exactement la corrélation qu'il y a entre le nombre de divorces dans le Maine et la vente de margarine dans le Kentucky. Les courbes se suivent. Et donc on peut faire dire parfois n'importe quoi à ces courbes, quand bien même elles sont corrélées. Et donc la question de est-ce que c'est l'algorithme qui décide et qui remplace le DRH, ou est-ce que finalement tout cela, c'est de l'aide à la décision, mais les hommes et les femmes garderont les rênes, et ce sera notre engagement commun dans chaque travaux que nous aurons à mener dans le domaine des analytics du big data à l'intérieur de l'entreprise, de s'assurer que l'algorithme nous sert, il nous éclaire, mais en aucun cas il prend le pas, en aucun cas il ne décide pour nous.